L'homme et la femme sont-ils égaux? L'article 58 du Code de la famille règle la question. L'homme et la femme sont parfaitement égaux. Est-ce qu'il faut pour autant juger l'homme par rapport à la femme ou la femme par rapport à l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas des différences physiologiques, génétiques? Est-ce que finalement la société n'entretient pas ce sempiternel débat de l'inégalité homme et femme? On en parle volontiers ce soir avec trois invités. Pélibien Koulibaly, il nous revisite, il est sociologue, expert en genre, et docteur Amadou Meïté, psychologue et généticien. Donc avec nos deux invités, on va parler, j'imagine, avec beaucoup de passion de cette question qui suscite beaucoup de passion. Et vous faites d'ailleurs toujours très bien de nous suivre sur les réseaux sociaux. On parlera de politique avec Pierre à la loupe, et on parlera aussi de sport. C'est la mi-temps de l'INSEE qui sera consacrée aujourd'hui aux infrastructures sportives et aussi la NBA. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la musique classique sera encore une fois à l'honneur. On aura beaucoup de plaisir donc à recevoir ce jeune talent, Malan-Ange Deladier, artiste chanteur. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi dès 18h40 pour aborder des choses qui vous intéressent. Et s'il y a un sujet qui vous intéresse forcément, c'est aussi, par ailleurs, la question de la fameuse égalité homme-femme. L'homme est-il l'égal de la femme est-elle l'égale de l'homme? Est-ce que l'homme et la femme ne sont pas finalement logés à la même enseigne? Est-ce que, à la base, est-ce que génétiquement parlant, ces deux êtres ne sont finalement pas les mêmes? Enfin, on en parle tout au long de cette émission avec Pélibien Koulibaly, sociologue expert en genre. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Ça vous sort certainement par l'époque quand on vous dit que l'homme est supérieur à la femme, non? Oui, absolument. Je dirais que l'homme et la femme sont égaux. Bon, très bien. Votre position, elle est connue, on va développer forcément tout à l'heure. Docteur Amadou Meïté, bienvenue. Merci. Vous êtes psychologue et généticien. Oui. C'est quand même important de préciser ce que c'est qu'un généticien, avant toute chose. Oui, un généticien, il est différent d'un chercheur qui fait de la génétique moléculaire. Ici, en psychologie, nous étudions les mécanismes de transmission héréditaire au plan psychologique. D'accord. Par exemple, l'intelligence. Est-ce que l'intelligence serait-elle héréditaire? OK. D'accord. Très bien. C'est une bonne question. Je vais vous poser cette question dans 3 secondes, vous allez voir. Ça va, l'INSEE? Ça va très bien, Ça merci. va, Pierre? Très bien. Docteur Meïté, parlons d'intelligence. Est-ce que c'est héréditaire, l'intelligence? Oui. Est-ce que les enfants qui n'ont pas des parents supposément intelligents sont condamnés à ne pas être intelligents? Oui, en fait, il y a des études qui ont montré que l'intelligence est héréditaire à partir du moment où il y a des gènes qui ont été identifiés comme des gènes susceptibles de transmettre l'intelligence. Ça veut dire que ce n'est pas évident, c'est pas C'est pas systématique. évident puisque cette transmission peut être modifiée, soit par le milieu. D'accord. Par exemple, un enfant qui est issu d'un milieu aisé, et cet enfant il est mis dans un milieu appauvri, l'intelligence pourrait S'en trouver ne pas affectée. s'exprimer. D'accord. Voilà. OK, très bien. C'est bien noté. Donc, en quelque sorte, on dispose des potentialités qui peuvent ne pas s'exprimer. Est-ce que l'homme et la femme ont le même potentiel ou les mêmes potentialités? Mais je vais rester sur le potentiel. Est-ce que l'homme et la femme ont le même potentiel? Au plan génétique, oui, nous naissons avec des potentialités, des possibilités, mais qui pourraient être exprimées par le milieu. D'accord. Le milieu physique, le milieu familial ou la société. l'INSEE. La question moi, que je me pose sur le fait que l'intelligence serait héréditaire,
comment ça se trouve alors que parfois, dans une même famille, lorsque l'on a donc les parents ont 3 enfants, par exemple, mais ils n'ont pas du tout le même niveau d'intelligence. Oui, là, et si c'est héréditaire? Oui, nous venons... Voilà, là, c'est les différences individuelles. Vous voyez que chacun naît avec un code génétique unique. Vous voyez, donc c'est ce qui exprime cela. Vous voyez, il peut se faire que si le père et la mère sont intelligents ou l'un d'eux intelligent, il peut se faire que le gène de l'intelligence ne soit pas transmis lors de la transmission, lors de, comment on appelle ça, de la transmission génétique. Donc quand on a un grand frère qui est plus intelligent que nous, c'est que lui, il a hérédité du bon gène. Exactement, c'est cela. C'est ça. Donc il y a beaucoup de probabilités dans cette affaire. C'est cela. Je vais poser la question en fait, de savoir qu'est-ce que finalement l'intelligence en elle-même, ou alors est-ce qu'il faut la dissocier des potentialités? Parce que dire aujourd'hui quelqu'un intelligent ou moins intelligent, il peut avoir des aptitudes dans des choses particulières qui font de lui quelqu'un de talentueux, un génie dans son domaine, qu'un autre n'a pas finalement. Donc est-ce qu'on peut tout classer dans une espèce de grosse bulle de l'intelligence en fait? Votre question, merci. Votre question me rappelle le problème que Alphonse Binet, qui a inventé un test sur l'intelligence, lorsqu'on lui demandait qu'est-ce que l'intelligence, il répondait, l'intelligence, c'est ce que mesure mon test. Et lorsqu'on lui demande qu'est-ce que mesure votre test, il dit c'est l'intelligence. Donc cela met en évidence la complexité même de l'intelligence. L'intelligence est une fonction complexe. Elle dit que, quand on parle d'intelligence, est-ce que c'est seulement l'adaptation ou la compréhension ou l'attitude ou les capacités verbales ou d'autres aptitudes? Donc, c'est un ensemble. En gros, oublions cette question d'intelligence, puisqu'on peine nous-mêmes déjà à la définir. Ce que c'est que l'intelligence. Exactement. Très bien, OK. Recentrons un peu les choses. On va parler hommes et femmes. C'est possible ou pas? Est-ce que, toujours, je m'adresse toujours aux généticiens que vous êtes, est-ce que l'homme et la femme, donc le garçon et la fille, je vais même plus loin, le fœtus mâle et le fœtus féminin naissent avec les mêmes potentialités et les mêmes caractéristiques? Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous naissons avec un bagage héréditaire. C'est-à-dire que le parent mâle transmet 23 chromosomes, d'une part. Et le parent... On va dire le père 23, la mère 23. Exactement, 23. Et la 23e paire, les 23 se combinent pour former 46 chromosomes, donc 23 paires. C'est cela. Et il se trouve que la 23e est différente au niveau de l'homme. Okay. Donc X et Y, disons. Et donc lorsque l'homme transmet... Lorsque le gène Y de l'homme croise le gène X de la femme, on a un garçon. C'est cela. Et lorsque on a 2 gènes X, on a une femme. Donc c'est tout simplement ce qui fait la différence au niveau génotype. Mais alors du coup... Maintenant, là c'est le génotype. Oui. Donc là, le génotype, c'est le bagage que nous avons reçu. Mais ce génotype peut ne pas s'exprimer. Lorsque le génotype s'exprime, on a le phénotype. C'est-à-dire qu'on peut naître garçon ou fille et ne pas se comporter comme une fille ou un garçon. C'est-à-dire on peut naître une fille, un garçon et à avoir un tempérament de garçon. D'accord. Et l'apparence, on peut avoir une tempérament. Là, on parle du point de vue comportemental. L'apparence physique également. La conduite, on peut avoir des comportements. Voilà. D'accord. Voilà. Donc maintenant, la société peut favoriser cette expression. Dans ce cas, on a l'homosexualité. Vous voyez, donc c'est-à-dire que lorsque la société, la famille, par exemple, accepte que vous exprimez, parce que on peut condamner cela de façon vigoureuse. Et là, cette prédisposition peut ne pas s'exprimer. D'accord. Mais lorsque on vous laisse la liberté d'exprimer cette apparence-là,
alors vous voyez que ce trait va s'exprimer et on a le phénotype. Donc, il faut distinguer le génotype et le phénotype. Le génotype, c'est le bagage que l'on a, le bagage héréditaire. Et lorsque ce génotype-là, il s'exprime, c'est le phénotype. D'accord. Très bien. Moi, je voulais savoir, est-ce que lorsque nous sommes bébés, donc là vraiment on remonte à l'enfance, est-ce que nous savons si nous sommes une femme ou un homme? Bon, Parce que, par exemple, quand je suis bébé, moi dans mon berceau, je sais, ah tiens, je suis une femme, ou ah tiens, peut-être que je suis un homme. Il y a des recherches qui ont montré que lorsque nous naissons, nous n'avons pas, comment on appelle ça, de connaissances en ce qui concerne, à partir de 3 ans, par exemple, qu'il y a des stéréotypes. Les enfants, par exemple, distinguent, donnent un sens à la couleur rose. À la couleur bleue, par exemple. Et ça, c'est il y en a, par exemple, à partir de 3 à 5 ans, qu'on arrive à savoir si nous sommes filles ou nous sommes garçons. Mais par exemple, il y a des filles. Allez-y, docteur. Il y a des filles, par exemple. C'est pourquoi, dans les classes, les filles demandent à leur maîtresse, par exemple, dit est-ce que quand vous étiez petite, est-ce que vous étiez un garçon? Ok. Voilà, il y a des questions qu'on trouve très saugrenues. Des filles qui demandent, voilà. Il y a des garçons qui disent, par exemple, mais quand je serai grand, je serai maman. Vous voyez? Et donc, c'est à partir de 5 ans qu'ils arrivent effectivement à faire la différence. Et vous parliez tout à l'heure des couleurs roses ou peut-être des couleurs bleues, mais ça, c'est la société plutôt qui nous enseigne ça. Oui, mais il faut que l'enfant atteigne un certain âge pour qu'il comprenne cela. D'accord. Voilà, donc, il faut tenir compte du développement de l'enfant. Ce développement peut être considéré au plan intellectuel, c'est-à-dire à partir de quel âge on doit pouvoir faire des soustractions. Vous voyez que les manuels scolaires sont élaborés en fonction de l'âge. Très bien, on vous a parfaitement compris. Tout de même, est-ce qu'il y a, parce que s'il y a un chromosome qui se fait appeler X et un autre Y, c'est bien parce qu'il y a une différence fondamentale quelque part. C'est cela. Quelles sont ces différences? Qu'est-ce qui différencie un garçon d'une fille? Mais au plan physique, oui. Nous, on a déjà le sexe, l'appareil génital. Voilà. Et maintenant, à la longue, bon, on va voir que à partir de il y a la maturation qui va se mettre en place et à un certain âge, on aura la barbe et tout. Voilà, et tout ça, la vélocité. D'accord, le changement de la voix voilà, et tout, du terme de la voix. Voilà. Ok, très bien. Oublions un peu les influences environnementales, les influences de la famille, des proches, des connaissances et tout. Est-ce que foncièrement, il y a des aptitudes qu'une femme a, qu'un homme n'a pas ou n'aura peut-être jamais, et inversement? Parce que le débat aussi se situe à ce niveau-là. Exactement. On passera la parole tout à l'heure aux sociologues. Ça, oui. Donc, je disais qu'on a un code génotype, un code génotypique unique, par exemple. Voilà. Donc, il peut se faire que nous naissons avec je réponds toujours avec ces potentialités, c'est-à-dire qu'une femme peut avoir des allèles, c'est-à-dire des gènes relatifs, par exemple, qui sont favorables au développement du sport, c'est-à-dire on peut avoir des prédispositions athlétiques. Et lorsque vous n'êtes pas entraîné, vous ne pourrez pas... D'accord. Vous êtes en train de dire que, par exemple, le garçon peut avoir des prédispositions naturelles à exercer un certain nombre de disciplines sportives. Exactement. Que la femme n'aurait pas, mais qu'elle peut combler par la pratique. Exactement, par la pratique. Ok. Vous voyez? Donc là, c'est ce que je dis. Bon, il peut aussi, maintenant, les aptitudes, mais il y a des études en la psychologie différentielle qui ont montré, par exemple, que les femmes excellent en orthographe dans les études. Mais il y a d'autres études qui disent aussi que les garçons excellent plus en mathématiques que les femmes, mais après ça a été contredit par d'autres études. Oui, voilà. Donc on ne peut pas... c'est pourquoi il est très difficile
de prendre une position. Et généralement, en psychologie génétique, nous, je crois que nous faisons partie des interactionnistes. C'est-à-dire que nous pensons qu'avec les autres, les interactionnistes, que l'homme naît avec des potentialités, des possibilités que le milieu pourrait réaliser et actualiser. D'accord. Comment vous expliquez que, puisqu'on parle de discipline sportive, qui est par exemple une sorte de catégorisation selon les genres, donc vous avez des disciplines hommes, des disciplines dames, alors qu'on aurait pu dire, mais écoutez, c'est un combat de boxe, à la limite, ils sont égaux, donc oui, on pourrait très facilement confronter un homme et une femme. Ben, c'est la société. Vous pensez que s'il n'y a pas d'influence de la société, c'est possible? Ouais, ben, c'est possible. À Pour partir le cas du de moment la boxe, par aujourd'hui, exemple? nous, lorsque nous considérons le football, il y a quelques années, on ne parlait pas de football féminin. Et lorsque il y a eu le football, on a vu que il y a vraiment que des filles, les jeunes filles, elles excellaient. Oui, mais entre elles, ma question c'est, est-ce que, mais parlons de football, si on oppose une équipe de football d'hommes à une équipe de football femmes, est-ce que vous ne pensez pas qu'à la base, il y a déjà une... donc vous voyez, donc attendons. Il y a un problème enfin. Voilà, exactement. C'est la société pour le moment qui doit... Ça, c'est la société. D'accord. J'ai bien envie de recueillir un peu l'avis du sociologue sur cette question notamment. Oui, fondamentalement, il faut qu'on fasse une différence à deux niveaux. C'est-à-dire, je vais parler du processus de différenciation au niveau biologique et le processus de différenciation au niveau social. Il y a une différence fondamentale entre le sexe et le genre. Parce que le sexe renvoie à des caractéristiques innées dont il parle. Le sexe renvoie à des caractéristiques irréversibles. Le sexe renvoie à des caractéristiques universelles. Qu'on soit en Chine, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Afrique, lorsque tu nais de sexe masculin ou de sexe féminin, tout de suite, on t'identifie. D'accord. Donc, pour moi, lorsqu'on parle de sexe, on renvoie à l'idée de différenciation au niveau biologique, au niveau physique, au niveau physiologique. On a bien compris. Alors, c'est une différence à faire avec le genre. Parce que le genre, en réalité, est appris. C'est-à-dire? Il est réversible. Il est construit. Pour dire simplement que lorsqu'on aborde la problématique du genre, il faut faire très attention. Parce que le genre est un concept qui fait une différence nette entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes. Le genre renvoie à des rôles sociaux traditionnellement attribués aux hommes, aux femmes, aux filles et aux garçons par le biais du processus de socialisation. D'accord. Et qui diffère d'une époque à une autre et d'une localité à une autre, d'une culture à une autre. Donc pour nous, lorsqu'on parle de genre, il faut faire une différence nette ou une démarcation nette avec le biologique. D'accord, très bien. Voyez-vous. Et si on veut aller plus loin, parce que les gens oublient que le genre est une science qui a ses concepts, qui a ses outils, ses méthodes. Qui diffère des concepts biologiques. Exactement. Et donc pour nous, le genre est une approche de développement qui a pour but la transformation des rapports sociaux hommes et femmes, filles et garçons, à travers la réduction des inégalités. Inégalités sociales, inégalités économiques, inégalités politiques, inégalités culturelles, et à tous les niveaux. Mais il n'empêche, on peut quand même faire un lien. C'est vrai que vous faites dissocier assez clairement genre et sexe. Oui. Quoique, quelque part, il y a un confluent. Enfin, les deux concepts se rejoignent quelque part. Oui, mais le problème, c'est que pour les puristes ou les spécialistes en genre, pour nous, on ne naît pas femme, on le devient. Et on ne naît pas homme, on devient homme. On le devient. D'accord. Je prends Ça veut dire on est quoi? Mais Simone de Beauvoir l'a dit déjà en 1949. C'est pas parce que tu nais avec des caractéristiques physiques. Je veux dire, quand on regarde, tu es garçon. Mais est-ce que tu es homme du point de vue sociologique et du point de vue des attentes de la société? C'est différent. Et pour nous, lorsqu'un individu naît, il est pris en charge automatiquement par le système sociétal ou le système social. Et la plus petite unité de la société, c'est bien la famille.
Et donc, vous constaterez que lorsqu'un individu naît, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe féminin, la cellule familiale se met en branle tout de suite. Se met en branle à travers le processus de socialisation. Et donc, vous remarquerez qu'il a un père, il a une mère. Mais ces deux ont une mission. La mission, c'est de préparer, de formater, de chercher à bâtir une personnalité pour que cet enfant puisse après s'insérer. Est-ce que c'est juste de le faire ainsi? De se dire, elle est née avec un appareil génital différent du monsieur qui est à côté, donc pour le coup, voici le chemin tout tracé, il faut qu'elle évolue dans ce sens-là. Pareil pour l'homme, c'est normal de le faire? Moi, je ne parlerai pas en termes de normal ou pas, moi je constate. Comment? Une nécessité plutôt qu'une normalité? Oui, une nécessité dans la mesure où on parle de régulation sociale. La société met en place des mécanismes de régulation de sorte à ce qu'on ait moins de déviants sociaux. Et donc, on prépare l'individu à travers le processus de socialisation. Vous constaterez que la famille va commencer le processus de socialisation et Jean Piaget dit que c'est dans la prime enfance que les éléments socio-culturels se cristallisent le mieux chez l'enfant. C'est-à-dire entre 0 et 6 ans, même 6 ans, entre 0 et 6 ans, je vais parler de façon prosaïque, la société va charger le sexe, le biologique dont il parle. La société va charger le biologique et développer un comportement, des attitudes. Donc, il y a une transmission de valeurs, mais de valeurs patriarcales. Parce que je vous l'ai dit, que la société en Afrique et un peu partout dans le monde est bâtie sur le modèle de l'idéologie patriarcale. Or, ce que nous constatons, c'est que dans l'idéologie patriarcale, il y a le phallus. Puisqu'on parle de phallocratie, le pouvoir appartient à qui? Dans la société, on pose la question. Le pouvoir, dans le processus de socialisation qui est bâti sur le modèle idéologique patriarcal, le pouvoir appartient à l'homme. Disons que ça dépend de là où on se situe. Chez les Acans, c'est matriarcal et chez... Oui, mais au-delà du système patrilinéaire, matriarcat et autres, ce qu'on constate, il y a une dominante. Le processus de socialisation nous dit clairement que nous sommes englués dans des rapports de pouvoir, dans des rapports de force. Et l'homme a l'autorité, l'homme a le pouvoir. Et est-ce que c'est justifié que ce soit l'homme qui ait le pouvoir et que ce soit justement comme ça que la société hiérarchise, façonne une hiérarchie qui favorise le masculin? Alors moi, je vous renvoie au document de politique de l'égalité des chances, l'équité et le genre, qui est un document officiel de l'État de Côte d'Ivoire qui a été élaboré et adopté depuis 2009. Mais il est clair, quand on vous dit le but de ce document de politique, c'est la transformation des rapports sociaux. C'est dire que ce n'est pas justifié. C'est dire que ce n'est pas justifié. Pourquoi est-ce qu'on veut transformer les rapports sociaux hommes et femmes? C'est parce qu'on a constaté qu'il y a des inégalités notoires. Donc il y a une prise de conscience. Mais il faut la prise de conscience. C'est pourquoi est né aujourd'hui le réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire. Des hommes qui ont pris conscience des inégalités dans le secteur de la santé, sur le marché du travail, dans le système de santé, et qui comprennent qu'en réalité, les hommes ne sont pas opposés aux femmes comme on veut nous le faire croire. Parce qu'attention, le genre, ce n'est pas remplacer les femmes par les hommes. Le genre, ce n'est pas intégrer les femmes dans un modèle économique. Attention, le genre dont on parle est une approche de développement qui vise un développement inclusif, équitable et durable. C'est-à-dire, l'homme et la femme sont des partenaires. Équitable, oui. Égalitaire aussi. Alors, votre question, elle est intéressante. Attention, il y a une différence fondamentale entre égalité formelle et égalité informelle. L'égalité est formelle du point de vue du droit. Donc, l'homme naît, et quand vous regardez la Constitution de 2016, du 8 novembre 2016, concrètement, on vous dit l'homme et la femme ont les mêmes droits. Absolument. Mais le problème se pose dans l'exercice de ces droits, dans la jouissance de ces droits. C'est là où l'égalité informelle va mettre en relief les inégalités dont on parle, qui peuvent, n'est-ce pas, se manifester à travers
l'accès, l'égal accès aux chances, l'égal accès aux opportunités, l'égal accès aux responsabilités, l'égal accès à la prise de décision. Est-ce que, de façon factuelle, dans les faits, est-ce que l'homme et la femme, est-ce que, de façon fondamentale, ont les mêmes chances? Moi, je dirais non. Et on pourra le développer avec des statistiques à l'appui. Absolument, on pourra le développer dans quelques instants. On va parler de la loupe de Pierre, donc ça parle de politique. Et dans ce domaine, pour le coup, je ne suis pas certain qu'il y ait égalité ou équité, je ne sais pas. Bon, En période électorale, on est tenu 2. On est tenu 2. Voilà. En période électorale, il nous faut absolument traiter de façon égalitaire tous les candidats. À la présidentielle du 31 octobre, c'est la loupe de Pierre. Non, ça ne concerne pas ce sujet, mais bon, ça parle de politique. Jingle. Alors, votre loupe, elle est consacrée à quoi, à qui, ce soir? Aujourd'hui, on va partir d'une image, tout simplement. Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, on a vu passer cette image. On peut y voir un drapeau ivoirien. On le reconnaît bien, couleur orange, blanc, vert, sauf que là, sur la partie blanche, on a une photo du chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, et ça a créé un tollé sur la toile. L'image a été partagée et commentée de nombreuses fois. Pourquoi cette image est problématique? Eh bien, c'est parce qu'elle associe la personne du chef de l'État à l'un des emblèmes de la Côte d'Ivoire. Le message de cette photo, c'est que le président de la République, finalement, est indissociable de la République, ce qui est problématique en soi. Mais cette idée de République et de démocratie, elle est violée et elle va être renforcée par le drapeau ivoirien dans sa version originale, qui lui est posé sur le sol. Donc, traduction, le président de la République se place au-dessus de la République elle-même. Donc, déjà, il fallait faire très attention à cette image quand on la voyait sur Internet, mais un autre internaute a posté, ce matin, je l'ai retrouvé, une autre photo. Donc, sur cette autre photo, elle est sensiblement la même, mais ce qui va changer, c'est qu'on retrouve la photo du président Laurent Gbagbo au centre de la même image. Donc, alors là, il y a un véritable problème qui se pose. Laquelle de ces deux photos est la vraie, finalement? Alors, pour le savoir, j'ai fait appel à une connaissance, journaliste spécialisée dans la vérification des fake news et des comparaisons et d'analyse de photos. Et pour des raisons de sécurité, on va taire le nom du journal et du média. Les deux images ont donc été analysées à l'aide d'un outil de vérification d'images très utilisé dans la profession qui s'appelle InVid. Donc, une fonction en particulier va être utilisée, celle qui permet de savoir si une image a été retouchée et la zone dans laquelle les modifications ont été faites. Et voilà ce qu'on obtient sur les deux photos. Les deux images interpellent tout de suite dans deux zones. La première au niveau du drapeau accroché et au niveau du drapeau qui est sur le sol. Donc on voit des points de modification, ce sont des zones d'activité intense qui apparaissent aux deux endroits que je vous ai cités et qui indiquent clairement que les deux photos ont été modifiées. Donc aucune de ces deux photos n'est originale. C'est cela. Et puis quand on recherche bien, il y a toujours des gens sur Internet qui cherchent à rétablir la vérité, qui sont plus ou moins proches de ce qui s'est passé. Et on a retrouvé également cette vidéo de quelqu'un qui l'explique. Le Ouattara dessus, voilà. Donc, quand vous faites comme ça, vous voyez derrière moi, voilà, il n'y a rien qui indique que ce drapeau comporte une photo de M. Ouattara. Bien entendu qu'au fond, on a les affiches du candidat, c'est normal, mais bon, je pense que comme vous le constatez aussi, ils sont en train de les enlever parce qu'effectivement, ces affiches ne doivent pas figurer là. Merci. Et qu'est-ce qui prouve du coup après, au pire, que le drapeau n'ait pas été enlevé dans la nuit et qu'ils ont peut-être remis ça maintenant vu l'ampleur de la situation? On pourrait se dire que ça a été modifié dans la nuit, mais finalement, on peut se dire que cette personne est de bonne foi, puisque en faisant justement l'analyse d'images, on remarque déjà que la première image de base était modifiée. Voilà. Donc c'était pas hyper bien fait. Hein. C'est ça. Donc on le rappellera jamais assez, surtout en période électorale. C'est sensible. Les médias et les hommes sont abreuvés d'informations et d'images sensibles. Donc ce flux d'informations, il faut continuer de faire attention, et de nombreux outils sont à la disposition de tout un chacun pour pouvoir les vérifier. Et quand on ne peut pas le faire soi-même, il y a beaucoup de médias qui prennent en charge la vérification de ces images. Absolument, et c'est pour cela qu'existe cette émission, pour notamment contrer les fake news. Merci Pierre pour cette loupe qui vient apporter un éclairage on ne peut plus précis sur cette information qui, vous le rappeliez tantôt, a suscité beaucoup de commentaires acerbes sur les réseaux sociaux. Mais à la vérité, c'est du fake, c'est du Photoshop, pour parler très vulgaire. Et l'INSEE qui rappelait
que c'est pas très bien fait, l'image. Non, Ça aurait pas... été elle se serait mieux appliquée. Oh, je suis pas très forte en Photoshop, mais c'est vrai que si après on a vérifié avec aussi l'outil, mais c'était pas, voilà. C'est ça, vous l'auriez mieux fait. Oh, peut-être pas moi, mais j'aurais peut-être. Pour vérifier si c'est avec pas quelqu'un. l'INSEE qui est derrière cette image. Ça doit être ça. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, nous parlons de l'égalité homme-femme avec nos deux invités. Pélivien Koulibaly, sociologue, expert en genre, qui nous expliquait qu'il faut totalement dissocier la conception du sexe du point de vue biologique et la question du genre. Et docteur Amadou Meïté, psychologue, généticien, qui revenait justement sur la conception, on va dire, à l'origine donc, de l'homme et de la femme. Il n'y a pas de différence à la vérité quand on regarde donc les fœtus. Tout de même, il y a des questions pendantes, notamment celle de l'INSEE. Est-ce que le comportement attendu donc, par la société influence notre caractère et notre identité ? C'est-à-dire que vu qu'on attend de moi, par exemple, à ce que je sois une femme, est-ce que ça influence mon caractère ? Ou pas du tout ? Est-ce que parce que je suis une femme, du coup, je vais me comporter plus de cette manière-là plutôt que d'une autre manière ? Moi, je pourrais dire que techniquement, que ça soit la femme, que ça soit l'homme, que ça soit la fille, que ça soit le garçon, nous sommes produits de la société. Donc pour moi, les normes de genre vont influencer nos attitudes, nos comportements, notre identité et va même souvent mettre à mal notre bien-être. Parce que quand vous regardez, par exemple, les hommes à qui on attribue l'autorité, l'exercice du pouvoir, ne pensez pas que les hommes sont heureux, des super-hommes. Attention, les hommes n'arrivent pas à exprimer très souvent leurs émotions, leurs sentiments. Parce que quand tu pleures, on te dit un homme ne pleure pas ainsi. Mais je veux l'avis du biologiste, du généticien sur cette question bien précise. On vous a bien compris, hein, Pélivien. Vous pourrez réagir en complément d'information tout à l'heure. Est-ce que, du point de vue originel, il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire qui sont plutôt du ressort des hommes? Est-ce qu'on peut penser ainsi? Est-ce que c'est juste de le penser? Est-ce que l'homme ou la femme, a priori, est plus émotive que l'homme? Est-ce qu'on peut expliquer cela? Oui, c'est ce que je disais. Il y a les différences individuelles. Et ces différences... Mais ça, on l'avait compris, on a pensé que c'est les différences individuelles au sein d'une même famille, par exemple. Non, pas forcément. D'accord. Quand on parle des différences individuelles, ces différences-là peuvent résider au niveau du sexe, au niveau de l'âge, vous voyez. Non, mais de façon générale, on a d'un côté les hommes de l'humanité et de l'autre côté les femmes donc de l'humanité. Exactement. Est-ce que tout de suite on peut les différencier en termes d'aptitude? C'est ça qu'on veut comprendre. Est-ce que c'est normal qu'on dise oui, une femme c'est normal qu'elle pleure, un homme qui pleure, il pleure pas beaucoup parce que génétiquement, oui, ça s'explique. Mais quand vous parlez de... Vous disiez que c'est la société. Exactement, c'est ça. C'est ça, on a le point de vue de la société, ça c'est clair. Ça, on est d'accord, on sait que c'est la société qui façonne et tout. Je voulais savoir si du point de vue génétique... Ce que nous savons, c'est que le sexe est déterminé par les chromosomes, c'est-à-dire par nos gènes, exactement. Alors que le genre, lui, il est influencé par les gènes et l'environnement. C'est ce que nous pensons. D'accord. Alors, moi, j'ai lu avant cette émission quelques documentations. Oui. On a soumis un certain nombre de femmes, 19 femmes à un exercice et 19 hommes au même exercice. On a constaté, par exemple, que les femmes utilisent les deux hémisphères pour traiter donc un exercice qui n'est pas forcément le cas des hommes et tout. Donc, ma question, je la repose. Si ça se trouve, c'est peut-être parce que c'est pas très clair dans ma tête. Vous avez peut-être compris, vous pourrez peut-être m'aider à mieux comprendre.
on dit par exemple qu'une femme peut faire plus d'une chose en même temps, ce qu'un homme ne peut pas le faire. Est-ce que ça, génétiquement, c'est prouvé? Génétiquement, Oui. Là, je ne connais pas d'études qui mise Est-ce que je dois peut-être dire biologique, je ne sais pas. Comment? Non, biologiquement. Ce que nous savons, c'est que nous avons un bagage. Maintenant, au plan... Est-ce qu'on a le même bagage au départ? On a... Dans le on starting peut pas block. dire que vous et moi avions le même bagage au départ, Bon, puisque je pense nous que j'ai avons compris. un code génétique unique. J'ai compris. Oui, mais Cheikh, Oui. moi je voudrais dire que, en fait, ce sont les faux dictons de la culture. Ce sont des faux dictons qui sont fabriqués pour nous faire accepter la réalité implacable. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que les femmes sont le sexe faible, c'est faux. Oui, c'est faux. Autant les hommes et les femmes ont des forces et des faiblesses. Absolument. Je vous rejoins vraiment sur votre propos, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais par exemple, en termes de masse musculaire, Oui. les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes. Oui. Donc pour faire certaines choses, ils vont être plus aptes à faire certaines choses que les femmes. Oui, mais à ce niveau, il faut faire... Donc il y a une différence aussi Oui, à ce niveau-là. non, physiquement, il y a déjà une différence. Voilà. D'accord. Ok. Physiquement, il y a une différence. C'est pour ça que je Entre parle de l'homme et la génétique, femme. Oui, et absolument. Il y a une différence. Seulement, d'entrée de jeu, Cheikh avait posé la question de potentialité. Est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes potentialités? Moi, je dirais oui. Du point de vue intellectuel... Le potentiel, c'est la faculté finalement à réaliser. en fait. Le potentiel est au niveau des hommes et au niveau des femmes. Seulement, c'est que La société nous... le système social qui est mis en place tend à mettre en cage le plein potentiel des filles, le plein potentiel des femmes. Mais Et pourquoi ce système, il est perpétuellement remis en cause. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous direz que chaque époque, finalement, a ses réalités et ses périodes où on sent que cette espèce de construction nous empêche d'avancer ensemble dans une société? Est-ce que c'est un modèle qui se répète, en fait, sur l'histoire? Mais n'oublions pas ce que vous dites est juste. C'est-à-dire, pour moi, c'est un modèle que nous devons questionner. Il faut le questionner et faire en sorte que les rôles, les statuts qui sont conférés ou attribués aux hommes et aux femmes par le biais du processus de la socialisation ne soient pas statiques finalement. Est-ce que quand on dit que les femmes ont un souci d'orientation, Oui. à la différence de l'homme, et d'ailleurs des études l'ont prouvé, ils ont essayé de mesurer l'activité cérébrale et tout dans un espace, par exemple, on trouve... Enfin, on ne va pas digresser. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'avéré? Certains vont même plus loin pour dire la femme ayant un problème avec sa situation dans l'espace, il y a moins de femmes pilotes que d'hommes, par exemple. Bon, voilà. Une étude l'avait révélé en 90, après il y a eu une contradiction, il y a eu beaucoup de choses. À quoi s'en tenir? Trop de stéréotypes. Je vous dis que c'est une quête perpétuelle, l'équité, une quête perpétuelle, l'inclusion sociale. C'est une quête perpétuelle. Parce que pour moi, nous sommes dans des rapports de pouvoir, dans des rapports de force. Et vous constaterez que on veut aller au changement, comme le dit Pierre, on veut aller au changement, mais il y a des résistances. Mais pourquoi? La culture est origine de résistance. Les traditions sont origine de résistance. La religion est origine de résistance. Même la personnalité peut être origine de résistance. C'est pour cette raison que nous pensons que les gens doivent comprendre que le genre, ce n'est pas le biologique. Ça, c'est un premier élément. Si le genre, ce n'est pas le biologique, c'est de comprendre que le genre est en réalité une approche comparative qui nous permet d'identifier en tout temps, dans tous les secteurs, les inégalités, les conditions qui constituent des obstacles à la pleine participation des filles et des garçons. Pourquoi la société se sent, j'ai envie de dire, menacée face à l'acceptation de ce que vous venez de dire, que le genre, finalement, est quelque chose qui doit se construire, j'ai envie de dire, librement, peut-être? Oui, mais ici, en fait, vous m'emmenez à poser à questionner les institutions. En 45 secondes. Oui. Quelles sont les institutions sociales, les pratiques sociales ou les normes sociales patriarcales, le corpus juridique, les lois
sont des vecteurs de discrimination. La cellule familiale est vecteur de discrimination. L'école est vecteur de discrimination. L'entreprise, vecteur de discrimination. Donc, tous les groupes de pairs sont des leviers qui sont formatés dans une idéologie patriarcale pour faire jouer les rapports de pouvoir hommes et femmes. Donc, et nous, en d'autres termes, le législateur, c'était un homme. Ouais. on peut le dire parce Vraisemblablement. mais c'est la masculinité. En fait, cette masculinité est associée à la violence. Et nous disons qu'on peut aller vers des masculinités non violentes, Ouais. sociologiquement engagées, pour D'accord. aller vers l'inclusion, l'égalité. Docteur, vous voulez réagir? Non, moi, je suis d'accord Ouais. avec le docteur quand il dit que le genre est déterminé par la société. Mais il ne faudrait pas écraser le rôle de l'hérédité. Il faut pas... C'est-à-dire C'est cette espèce de rôle de transmission, en fait, qu'au final, un homme et une femme doivent avoir de perpétuation de la société. C'est de ça que vous parlez? Oui. Donc, à l'évolution, par exemple, de la société, bon, il ne faudrait pas aussi être pessimiste. Bon, nous, quand on parle ici du fait que nous nous opposons à l'égalité de l'homme et de la femme, cela, comme le docteur vient de le dire, dépend de la société. Mais la société, nous voyons une évolution du concept de genre au niveau de la société occidentale. Vous voyez, il y a l'homosexualité, par exemple, qui est admise dans la plupart des sociétés occidentales, alors que en Afrique, plus pratiquement, où la tradition domine, vous voyez qu'on a l'homosexualité est totalement banni. Est totalement banni. Lindsay? Moi, je voulais savoir quelles sont les conséquences, donc, du coup, pour une personne, si par exemple elle ne se comporte pas comme la société souhaite. Est-ce qu'il y a du rejet, des pressions aussi pour la personne? On parlait tout à l'heure du bien-être. Oui, moi je vous donne un exemple. J'ai écouté des témoignages de femmes qui étaient en Europe, qui ont quitté l'Europe, revenir dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, se faire exciser. Simplement parce que sociologiquement, lorsque tu n'es pas excisé, tu n'es pas une femme. C'est pourquoi on ne naît pas femme, on le devient. Parce qu'il y a des rituels culturels qui confèrent le statut de femme. Donc pour moi, quand tu n'es pas passé sous le filtre de ce rituel, tu es objet de rejet de la société. Tu es marginalisé. Et ça, c'est un réveil. C'est un réveil. C'est pour cette raison que nous devons déconstruire les normes culturelles qui, en réalité, touchent à la dignité humaine et finalement posent un problème de droits humains tout court. Parce que le genre, c'est une problématique de droits humains. Comment vous expliquez le fait que beaucoup de femmes ne s'intéressent pas à un type de métier ou un type d'occupation? Ça, c'est aussi le fait de la société? Je dirais oui. Ou est-ce peut-être parce qu'elles estiment qu'elles n'en ont pas la capacité ou préfèrent plutôt laisser le choix aux hommes de le faire? Je vous donne une statistique. Pierre parlait tout à l'heure de politique. Je vais juste prendre l'exemple de la politique. On disait notamment, le chef de l'État avait souhaité qu'il y ait une représentativité de 30% des femmes dans les partis politiques. C'est juste que les femmes dans les partis politiques, on les cherche avec des torches. En fait, ils sont arrivés au constat que ce n'est pas parce que les hommes empêchaient les femmes d'adhérer aux partis politiques, mais c'est juste qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui militaient, peut-être parce qu'elles n'y voyaient pas un certain intérêt. Après, il y en a de plus en plus. Il faut le chercher plus loin, en fait, en dehors du parti politique, plutôt dans la société. Mais là, je ne peux pas être d'accord avec vous. Parce qu'attention aux stéréotypes... C'est une question que je posais. Voilà, attention aux stéréotypes qui sont véhiculés. Vous parlez du champ politique. Mais le champ politique est caractérisé par l'expression de la masculinité. Et cette masculinité, ici, je vous l'ai dit, c'est une masculinité dominante. Et donc, quand vous regardez la problématique de la sous-représentativité ou de la sous-représentation des femmes dans le champ politique, ce n'est rien d'autre que l'expression de la masculinité hégémonique ou dominante. D'autant que ce n'est pas la politique qu'on fait les lois, qu'on construit les lois et qu'on contrôle tout. D'accord. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Mais peut-être aussi la question de la scolarisation de la jeune fille aussi, peut l'expliquer. Absolument, peut l'expliquer. Parce que quand vous regardez les statistiques, le taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire, et particulièrement celui des femmes, est encore faible. Si vous prenez
la tranche d'âge de 15 à 49 ans, on a 63,8% de femmes qui sont touchées, qui sont alphabétisées. C'est ça? Et quand vous regardez, ça c'est les hommes, 63,8%. Mais les femmes, c'est 47,2%. D'accord. Mais lorsqu'on revient au niveau des statistiques officielles de l'éducation, je vous l'ai dit, au niveau du préscolaire, on a la quasi-parité. Au niveau du primaire, on a la quasi-parité. Mais lorsqu'on arrive dans le secondaire, surtout au niveau du premier cycle, à partir de la 4e, il y a une chute. Oui, d'accord, parce que le nivellement se fait par le bas, donc les choses sont en train de s'améliorer, et donc dans quelques années, on devrait pouvoir atteindre donc, cette fameuse parité tôt. Marquons une pause, voilà, vous savez, il y a eu 2 parties dans cette émission, restons toujours sur la parité. On marque une pause et à la pub, on revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous sommes mercredi et les mercredis, on parle aussi sport. Ça nous arrive en tout cas. Et quand on parle de sport, on se tourne forcément vers l'INSEE. Et quand on parle du sport présenté par l'INSEE, on parle de la mi-temps de l'INSEE. Jingle et la mi-temps juste derrière. Nous sommes à vous, l'INSEE. Alors aujourd'hui, je vous parle futur, moi, avec la construction de 10 infrastructures socio-sportives et culturelles de proximité. Alors, ces complexes sportifs seront disponibles à Abobo, à Bengourou, à Tékoubé, Bingerville, Bouaké, Marcory, Yopougon et d'autres villes aussi du pays. Au programme, il y aura des dojos pour les sports de combat, salles de fitness, terrains de sport, terrains de football, parcours de santé ou encore ring de boxe. 15 000 mètres carrés seront donc dédiés au sport d'ici quelques années et ce seront donc des infrastructures ouvertes sur 2 étages et les travaux ont déjà commencé. D'accord, très bien. Merci pour cette info. Je vous parle NBA maintenant. Oui, bien sûr, basketball. Voilà, basketball. Avec la semaine dernière, donc, je vous parlais de la grande finale NBA, de la grande victoire aussi des Lakers. Les basketteurs ont bien fêté, sauf que dans l'émotion, dans l'enjaillement, ils montent dans le bus pour rejoindre l'hôtel. Et malheureusement, eh bien, ils oublient un de leurs coéquipiers dans la salle, Quinn Cook. Et comment est-ce qu'ils se rendent compte? Parce que vous voyez cette petite vidéo là. Il y avait donc un coéquipier donc, qui s'appelle J.R. Smith. Donc J.R. Smith est donc cette personne-là que l'on voit sur l'écran. Et en dessous, on peut voir donc des commentaires, dont un commentaire de Quinn Cook qui lui dit « Où est-ce que vous êtes? Don't leave me ». Vous voyez en dessous, donc ne me laissez pas, revenez, faites demi-tour. Et après, donc, ils sont partis le récupérer dans le gymnase. Voilà. Donc une belle petite anecdote. Ok. Ils avaient perdu le match ou pas les Ils ont gagné justement, ils ont tous gagné, on les voit là. Donc c'est l'ivresse de la victoire qui fait que souvent on oublie des choses. Merci l'INSEE pour cette mi-temps. Des gens. On oublie des choses, on oublie des gens. C'est ça. Comme quoi, oui, d'accord. Vous avez parlé de sport de combat tout à l'heure, dojo. Oui. Mon petit doigt me dit qu'à dessein, elle a choisi de parler de sport de combat pour lier un peu à la thématique, non? Sport de combat, on parlait d'égalité, parité. Si par exemple... Bon, c'est pas grave. Si, on va revenir sur les rings de boxe. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que, par exemple, justement, les 2 sections aussi sont dissociées? Donc, on a les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Est-ce que, par exemple, moi, en tant que boxeuse, même si je ne le suis pas, est-ce qu'un jour, je pourrais combattre contre un homme? Est-ce que j'aurai les mêmes dispositions et les mêmes facultés? Je suis curieux de connaître la réponse de Pélibien. Oui, je pense que ce qui est fait est logique. Avoir le football féminin, le football masculin, c'est simplement tenir compte des besoins spécifiques des 2 sexes. Et faire en sorte qu'on ait l'égalité de chance. Le besoin, il est connu, c'est le football. Il faut courir après le ballon, il faut marquer, voilà. Oui, mais sauf que... Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des équipes mixtes, hommes-femmes? Du point de vue de la texture physique, vous savez qu'on n'a pas les mêmes forces. Donc les hommes et les femmes, ce n'est pas la même réalité en termes physiques forcément. Donc je pense qu'il faut tenir compte de l'équité lorsqu'on joue les matchs de football ou lorsqu'on est sur un ring. Par exemple, on trouve que les femmes sont plus équilibrées, physiquement, dans la conduite de certains... elles sont beaucoup plus équilibrées que l'homme et tout. Moi, je suis un peu personnellement peut-être pas satisfait parce que je n'ai pas eu davantage d'informations que ça venant du généticien. J'aurais aimé en fait comprendre
peut-être un certain nombre de choses. On a compris la position du genre, c'est la société qui façonne, qui fait qu'on devient femme, on devient homme et tout. Du point de vue génétique, je m'attendais peut-être à avoir plus de précision, mais à vous entendre, apparemment, non, il n'y a pas de différence. Oui, c'est ce que... Non, nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas enfin, on a dit que lorsque nous naissons, nous naissons avec des possibilités, effectivement. Mais il peut se faire que ces possibilités soient développées par la société. Bon, et puis, pas forcément. Lorsque vous êtes issu de parents qui sont en pleine forme, il va sans dire que vous serez en pleine forme en ce qui concerne le sexe. Lorsque vous êtes fille et que vous êtes issu d'une famille qui... comme on appelle ça, qui ont, comme vous venez de le dire, la masse musculaire exactement, vous pourrez être en pleine forme. Vous voyez? Donc, oui. Mais je vois là où vous voulez en venir, parce qu'il s'est posé, on la voit d'ailleurs dans les images de cette coureuse d'ailleurs qui donc compétit avec des femmes, mais il s'est posé à un moment un problème en fait sur sa carrure physique. La sud-africaine. Voilà, faire des études, des analyses pour savoir en fait, ils se demandaient si c'était pas un homme, ce genre de choses. Et en fait, c'est une production plus naturelle de certaines hormones comme la testostérone par exemple. Donc est-ce que peut-être on est conditionné justement par des histoires de degrés en fait finalement de ces hormones-là. Vous parlez des STR-CMNA. Voilà, qui font que finalement, sur un plan physique, il y a cette différence et ces aptitudes finalement à faire d'autres choses. Par exemple, en athlétisme, Usain Bolt, il va courir plus vite que son équivalent chez les femmes. Comment vous l'expliquez? Ça, c'est pas la société, c'est clair. Ah. On est d'accord. De tennis. Comment vous l'expliquez? Biologiquement, génétiquement. Vous savez, il y a toujours la compétition homme, compétition dame, c'est le même type, c'est 100 mètres, c'est 400 mètres, c'est 4 fois 100 mètres relais homme-dame et tout, mais c'est jamais, on ne les mettra jamais sur le même piédestal parce que l'homme, il court peut-être plus vite que la femme. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça, biologiquement? Ben si, biologiquement... Oui, appelez ça comme vous voulez, les thèmes techniques, je ne sais pas. Ouais. Non. Vous n'avez pas mené d'études dans ce sens. D'accord. Mais on peut faire aussi, par exemple, on peut comparer aussi à Serena Williams, qui est une, voilà, c'est une grande championne et malheureusement, à chaque fois on la compare, on va dire ah elle est comme un homme, ah alors que non, c'est une femme et juste elle a ces dispositions-là et juste elle excelle et voilà, c'est une femme. Oui, mais on la fera pas jouer contre Rafael Nadal, par exemple. À moins de match de gala. Bon. Mais vous voyez, par exemple, quand une fille dans une salle de classe excelle en mathématiques, on a tendance à dire, mais vous les hommes, vous étiez où? Et puis elle a on est d'accord. Vous voyez, en réalité, généralement, ce qu'on regarde, c'est que les femmes développent un faux complexe. Un faux complexe d'infériorité. Et leur estime de soi est touchée, malheureusement. Parce que quand vous regardez, on vous dit que le secteur tertiaire est un secteur où on trouve beaucoup de femmes. Le secteur industriel, donc dans les STEM, on trouve beaucoup plus d'hommes. Simplement parce que le système d'orientation, pour moi, il faut qu'il soit revu. Les croyances et les perceptions des enseignants et enseignantes qui perpétuent, je veux dire, les inégalités à travers les manuels scolaires, à travers leur comportement, leur gestuel dans la classe. Et même quand vous regardez celui des parents, au moment où on doit orienter, on préfère que ma fille parte faire le secrétariat que de devenir médecin. Les femmes vont vous adorer. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Ouais, mais je suis pas d'accord avec vous concernant... Lindsay n'est pas d'accord, c'est une femme, pourquoi? Oui, non, concernant le complexe d'infériorité. Parce que maintenant, on est dans une société où justement... Oui, ça change. Ouais, ça change, tout évolue. Et puis aussi, il y a des coachs de vie. Enfin, on est vachement coachés justement pour prendre, et même sans les coachs de vie, pour prendre confiance en soi. Et on s'affirme, on est aussi là et on a les mêmes capacités que les hommes. Oui, c'est à encourager. Et nous nous battons. On a compris. On se bat. On a compris. Pour que le plein potentiel de la femme puisse éclore aux côtés de l'homme. Parce que nous ne sommes pas des ennemis, mais des partenaires. Parfait. Merci de vous être battus durant toute cette émission. On va marquer une pause, ce sera la toute dernière pause de cette émission, sujet intéressant sur lequel on peut aussi revenir. Pourquoi pas peut-être inviter un neurologue aussi, tiens. Vous nous passerez peut-être les coordonnées aussi d'un autre spécialiste d'un autre domaine qui pourrait aussi étoffer évidemment les arguments au cours de cet échange sur cette question. On marque une pause, on l'a dit, la toute dernière, on se retrouve dans quelques instants et on se tournera vers la scène live de la télé d'ici.
Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir à la question de l'égalité homme-femme, de l'équité homme-femme, si vous préférez aussi ce concept-là. Dans tous les cas, la question centrale était de savoir est-ce que nous sommes différents, hommes et femmes. On a eu en tout cas l'avis de nos différents invités. Pélibian Koulibaly, sociologue, expert en genre. Merci d'être passé par la télé d'ici. On a eu aussi l'avis du généticien, Dr Amadou Meïté, qui est par ailleurs psychologue. Merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à l'INSEE et à Pierre. Et on n'oubliera pas évidemment de remercier donc les jeunes de Vridi et les étudiants de Cefiat Plateau qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie d'un étudiant en Master 2 en musique et musicologie de l'École nationale de musique à l'INSAC. C'est un amoureux de musique classique et il s'adonne d'ailleurs à ce genre musical. Il espère un jour devenir un grand professionnel de ce genre musical. Je vous prie d'accueillir maintenant live sur la scène de la télé d'ici en clair et sans décodeur, Malan Ange Deladier. À demain. Take care. Signore, ti me dolente, Signore pietà, se a te chiunque il mio prego
Signore pietà, se a te chiami il mio prego, non mi poni stai tua riga, meno severi, clementi ognoro, falchi i tuoi sguardi sopra di me, sopra di me. Non fia mai che nell'inferno sia dannato nel fuoco e te non dal tuo riga. Gran Dio, chiamai sia dannato nel fuoco e te non dal tuo riga, dal tuo riga. Questa è quella per me pare sonno altre di torno mi vero del mio cuore le vero non era meglio tu una che altra metà la cosura me ne salvo l'oro ci che fatto nel fiore la vita su questa mi torna guatita fosse un'altra come lo sarà un'altra fosse un'altra come lo sarà la costanza tirana del correre ti sia mo colmava crudele so che fiule se servi fedele non mi ama se non fai libertà ne marice celoso al furore de che matti le maniere riga a catarga i se tocchi di sfido se mi piunghe una qualche bellezza se mi punghe una qualche bellezza. Voilà, Angela Dié, merci de l'applaudir. Good job, accompagné de José Roland Kofi au piano. Bravo.